Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money and life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent. Chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui compte pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture et surtout pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir mes plus beaux épisodes des 12 derniers mois dans une série de rediffusions estivales que vous pourrez écouter tout l'été sur la route des vacances, sur la plage, en rando ou pendant la sieste des enfants. J'ai choisi la crème de la crème des épisodes du podcast. Ce sont mes épisodes coup de cœur, ceux que j'ai eu le plus de plaisir à enregistrer et ceux que vous avez eu le plus de plaisir à écouter. Je ne pouvais pas présenter des rediffusions sans la capsule numéro 8 que j'avais consacrée à l'esprit du manque. Comprendre comment l'esprit du manque se manifeste dans notre vie est une des plus grandes clés pour libérer sa relation à l'argent et s'offrir une autoroute vers la richesse. J'en suis la preuve vivante. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette capsule. Cette capsule, ça fait longtemps que je veux vous la proposer parce que c'est une des plus belles choses que j'ai compris sur ma relation à l'argent ces 2 dernières années et donc que j'ai réussi à faire évoluer. On va parler dans cet épisode de l'esprit du manque. Avant de vous dire de quoi il s'agit, je voudrais vous parler de la femme que j'étais il y a un peu plus de 3 ans de ça maintenant déjà. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de manquer. Je sais maintenant que je ne suis pas la seule. Je sais maintenant que c'est une des plus grandes peurs de l'être humain. Peur de manquer d'argent, mais aussi peur de manquer tout court, d'un toit, de nourriture, d'amour, de joie, d'épanouissement, etc., etc. J'ai jamais manqué de rien, on va être clair. D'ailleurs, comme j'aime souvent le dire, j'ai toujours eu tout pour ne manquer de rien et j'ai longtemps eu l'impression de manquer de tout. J'ai grandi dans une famille aimante, avec mes parents et ma grande sœur. J'ai toujours décrit mes parents comme appartenant à la classe moyenne. Et récemment, je suis tombée sur les statistiques de l'Observatoire des inégalités concernant la richesse et j'ai vu que mes parents gagnaient environ 2 fois le revenu médian des Français, soit 7 287 € dans cette étude. Et c'est le seuil à partir duquel on considère que les Français sont riches. Moi, à l'époque, je ne savais absolument pas que mes parents étaient riches. Je crois même que eux ne le savaient pas non plus d'ailleurs. Moi, j'ai eu une enfance normale, heureuse, très heureuse. Mes parents nous habillaient, ma sœur et moi, avec des vêtements de Lal aux vêtements, Gémeaux, Décathlon, on les choisissait nous-mêmes, on était très contents. On est toujours partis en vacances, été comme hiver, presque exclusivement en France d'ailleurs. Mes parents habitaient en banlieue parisienne sud, ils roulaient en Renault. Ils ont toujours eu une gestion prudente de leur argent, si bien qu'ils ont pu financer nos études à ma sœur et à moi. On avait de l'argent de poche, proportionnellement à notre âge, mais faut avouer, je crois qu'on a toujours eu plus d'argent de poche que les gens qu'on avait autour de nous, que les gens qu'on connaissait, dans notre famille, dans nos amis, etc. J'ai travaillé tous les étés, depuis l'âge de 16 ans, pour me faire de l'argent de poche. Mes parents m'ont ouvert un PEL suite au décès de ma grand-mère en 1996. Donc j'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Et à 18 ans, il y avait presque 10 000 € sur ce PEL. J'ai jamais galéré dans mes études. Je n'ai jamais galéré à trouver un stage. J'ai jamais galéré à trouver un job. À 21 ans, j'ai fait un stage à la BNP qui était payé 1 600 € par mois quand même. Et dans mon premier job salarié dans une start-up, j'étais payée, j'ai du mal à me rappeler, mais environ 2 500 € net par mois. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que rien dans mon parcours ne pourrait indiquer que je ressente un quelconque manque de quoi que ce soit. Il n'y a rien dans ce que j'ai vécu qui justifierait
que je puisse avoir l'impression de manquer ou avoir peur de manquer de quelque chose. Et pourtant, j'ai toujours eu le sentiment de jamais avoir assez sur mon compte en banque. Et j'ai toujours eu peur de ne jamais avoir assez sur mon compte en banque. De mes 18 ans à mes 30 ans, mon compte épargne a à peu près oscillé entre 5 000 et 15 000 euros. Clairement, pour moi, c'était pas assez. J'ai jamais été vraiment satisfaite de ce que j'arrivais à mettre de côté et de ce qu'il y avait sur mon épargne. Ça m'a pas rendue économe pour autant. À 21 ans, je suis partie faire un tour du monde avec un ami qui m'a coûté 6 000 euros. À 23 ans, j'ai dépensé 9 000 euros pour ma formation de coach. J'en ai parlé sur Instagram. À 25 ans, j'ai monté ma première boîte dans le funéraire et j'ai perdu environ 30 000 euros, dont 20 000 euros que j'avais emprunté en prêt d'honneur et que j'ai mis 5 ans à rembourser. Quand je gagnais plus d'argent, j'étais pas satisfaite. Enfin, j'étais satisfaite quelques semaines ou quelques mois et puis rapidement, je voyais les limites. Je voyais le fait qu'il allait falloir que j'attende encore quelques mois ou quelques années pour avoir une prochaine augmentation ou pour que ce soit OK de changer de job. Et finalement, par souci de trouver un peu d'argent pour faire de nouveaux projets, je me suis penchée sur mes finances personnelles et j'ai cherché à faire un budget. La suite, je l'ai raconté en long, en large et en travers sur Instagram ou dans le podcast ou sur le site. J'ai trouvé une méthode budgétaire qui me convenait, que j'ai adaptée à mes besoins. Et la première année où j'ai utilisé ce budget, j'ai mis 20 000 euros de côté. Et à la suite de ça, j'ai lancé le podcast Budget Chéri dans la foulée. C'est avec le podcast, au contact des invités, à travers mes lectures et à l'aide des différents coachs que j'ai eus, que j'ai pris la mesure de la place que prenait ou qu'avait pris tout au long de ma vie l'esprit de manque pendant toutes ces années. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit du manque finalement ? L'esprit du manque, c'est penser, réfléchir, décider, agir ou vibrer à partir d'une énergie du manque. Ce qui caractérise le plus l'esprit de manque, c'est le fait de porter systématiquement son attention sur ce qu'on n'a pas plutôt que sur ce qu'on a. Quand je parle d'esprit de manque, je voudrais faire une clarification. Je parle bien de l'intention dans laquelle on est, des pensées qu'on a et des vibrations qu'on a. On peut être dans une réalité de manque, de précarité, mais ne pas être dans l'esprit de manque. On peut gagner un SMIC ou moins qu'un SMIC et n'avoir pas le sentiment de manquer, bien qu'on soit factuellement amené à compter son argent, ses sous, pour notamment boucler son budget et ses fins de mois. À l'inverse, on peut gagner 10 000 balles par mois et avoir constamment le sentiment de ne pas avoir assez. C'est important pour moi de clarifier ça et de clarifier que je parle bien de l'esprit de manque pour qu'il n'y ait pas de confusion. L'intention fait toute la différence parce que ce qu'on pense a un impact sur ce qu'on vit, sur la réalité qu'on va vivre. Ce qu'on pense détermine nos émotions, puis nos croyances, ce qu'on croit et influence nos actions. Si je me vois comme quelqu'un qui n'a jamais assez, je vais ressentir de l'insatisfaction, de la frustration, de l'agacement. Tout ce que je vais être amenée à vivre, à voir, à expérimenter, je vais le vivre à travers ce filtre du manque, de l'insatisfaction, de la frustration, de l'agacement. Je vais vouloir travailler plus pour gagner plus. Je vais être sans arrêt dans cette course après plus. Sauf que rien de tout ça ne suffira à me rassasier parce que j'en aurai jamais assez. Il faut comprendre que quand on est dans cet esprit de manque, on l'a à tous les niveaux. On croit naïvement que peut-être que quand on arrivera à un certain seuil, ce sera OK. Ceux qui ont fait l'expérimentation, ceux qui vivent ça, savent que même avec plus, c'est jamais assez. Parfois, l'esprit de manque nous pousse à dépenser et parfois, l'esprit de manque nous pousse à garder, comme un écureuil. Par exemple, si j'ai peur de manquer dans l'avenir pour ma retraite, pour financer les études de mes enfants, etc., eh ben, je vais avoir tendance à garder l'argent, à l'économiser, à accumuler même peut-être sur mon compte, sur mes différents comptes épargne. À l'inverse, si j'ai peur, par exemple, de ne pas manger à ma faim, de manquer de nourriture, je vais avoir tendance, là, à remplir mon caddie,
quand je vais faire mes courses et à surcharger les placards de ma cuisine. Donc dans un cas, je vais me restreindre de dépenser de l'argent par peur de manquer, et dans un autre cas, je vais au contraire dépenser plus d'argent par peur de manquer. Ce qui compte, c'est pas du coup ce qu'on dépense ou ce qu'on épargne, combien on dépense ou combien on épargne ou on économise, mais c'est l'intention avec laquelle on fait l'un ou l'autre. Les pensées qu'on a et les émotions qu'on vibre au moment où on fait ces choses-là, au moment où on sort la carte de crédit ou au moment où on fait un virement sur son compte épargne, etc. D'ailleurs, l'esprit du manque est dans des endroits très inattendus. Il est partout en fait, plus ou moins présent à certains endroits dans notre vie d'ailleurs. J'avais envie de vous donner quelques exemples pour vous aider à identifier dans votre vie les endroits où il peut y avoir, où se cache l'esprit de manque et où vous pouvez aller le démasquer, le débusquer. Par exemple, quand vous vous sentez obligé d'aller visiter un lieu incontournable à l'endroit où vous êtes sur votre lieu de vacances par peur de manquer quelque chose, ça c'est l'esprit du manque. Je ne sais pas si vous allez par exemple au Caire et que vous vous sentez obligé d'aller voir les pyramides, que vous allez à Delhi et que vous vous sentez obligé d'aller voir le Taj Mahal. Encore une fois, vous pouvez avoir envie, une réelle envie, une joie d'aller voir ces endroits-là, et vous pouvez aussi y aller par peur de passer à côté de quelque chose, par peur de rentrer chez vous et de dire « bah non, je suis désolée, je suis allée au Caire, mais j'ai pas vu les pyramides ». Ça, c'est l'esprit du manque. Quand vous prenez l'intégralité d'un cours en notes parce que vous avez peur de louper une information clé et de ne pas vous en souvenir, c'est l'esprit du manque. Quand vous achetez 10 kilos de pâtes et 54 rouleaux de PQ par peur d'une pénurie généralisée, ça c'est l'esprit du manque. Quand vous acceptez une sortie entre amis, alors que vous auriez peut-être préféré passer une soirée tranquille pépère chez vous parce que vous avez peur peut-être de manquer quelque chose avec un moment fun avec vos amis, ça c'est l'esprit du manque. Quand vous remplissez vos placards de cuisine, au-delà du nécessaire, parce que vous avez peur qu'il vous manque quelque chose cette semaine pour faire vos menus, ça c'est l'esprit du manque. Quand vous achetez des tas de livres, de jeux d'éveil, de jouets pour vos enfants, pour votre enfant, par peur qu'il manque de quelque chose pour s'occuper ou pour se développer, c'est l'esprit du manque. Quand vous achetez 100 mètres carrés pour 2, parce que vous avez peur de manquer d'espace le jour où vous aurez vos enfants, c'est l'esprit du manque. Quand vous voyagez avec une valise pleine à craquer pour être sûr que vous avez bien tout avec vous pendant vos vacances, c'est l'esprit du manque. Quand vous allez vous servir 3 fois au buffet à volonté pour être sûr d'en avoir pour votre argent, c'est l'esprit du manque. Quand vous êtes constamment sur le dos de vos enfants pour être sûr qu'ils travaillent, qu'ils aient de bonnes notes, pour être sûr qu'ils apprennent leurs leçons, mais aussi par peur que s'ils ne font pas ça, s'ils n'ont pas des bonnes notes, ils manquent des opportunités d'aller peut-être dans des voies, dans des filières qui les feront peut-être théoriquement réussir plus, et que vous avez peur de manquer à votre devoir de parent, et que vous avez peur que eux manquent de quelque chose dans leur vie d'adulte, c'est l'esprit du manque. Quand vous ne quittez pas votre job par peur de ne pas en retrouver un autre, c'est l'esprit du manque. Quand vous ne quittez pas votre région pour aller vers une région où vous avez envie d'aller parce que vous avez peur de ne pas vous refaire une vie sociale, de manquer de vos amis et de vos proches, c'est l'esprit du manque. Quand vous n'osez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de clients, ou à l'inverse, vous avez peur d'avoir trop de clients et pas assez de temps libre, c'est aussi l'esprit du manque. L'esprit du manque, il est partout. Il est partout, et moi, je trouve ça formidable et hyper intéressant de commencer à porter votre attention sur les endroits où il est et d'aller le démasquer. Qu'est-ce que ça veut dire de nous quand on remarque qu'on vit ces choses-là que j'ai décrites et puis bien d'autres aussi? Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Pour moi, ça veut dire 3 choses. La première, c'est que on croit que les choses, elles existent en quantité limitée. Donc, une fois que les autres ont pris leur part du gâteau, il risque de plus y en avoir pour moi. Parce que, en plus, quand on est une femme et qu'on a tendance à vivre puissance 1000 le syndrome de l'imposteur, on pense que peut-être il y a déjà des tas et des tas de gens qui ont plus de capacités ou qui méritent davantage d'avoir accès à ces choses-là,
et que du coup, nous, légitimement, on va être servi en dernier, voire pas servi du tout. Donc, on est dans cet esprit que les choses existent en quantité limitée et donc il n'y en a pas forcément beaucoup pour nous, voire pas du tout. Ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être de l'amour, ça peut être de la reconnaissance, etc., etc. Moi, je crois que tout existe soit en illimité, soit en quantité suffisante pour qu'il y en ait pour nous et pour les autres. Je crois aussi que ce que les autres ont, ça ne nous enlève rien. Et ce que moi j'ai, ça n'enlève rien aux autres. Disons que c'est une manière différente de voir les choses, qui nous est plus favorable et qui, pour moi, est au moins aussi valable que quand on voit les choses en quantité limitée, sauf que quand on voit les choses en quantité limitée, en général, ça sert juste à nous limiter dans la vie. Ça, c'est la première chose que je voulais dire à propos de l'esprit de manque. Parce que ça dit de nous qu'on voit les choses en quantité limitée, qu'on voit la vie en mode limité. La deuxième chose que ça dit de nous, c'est ce sentiment qu'on a de ne jamais en avoir assez ou même de ne jamais être assez. On n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassasié. On a du mal à être dans le contentement, dans le réjouissement, dans la joie. Quand on est incapable d'apprécier ce qu'on a, il n'y a aucune raison qu'on soit capable d'apprécier ce qu'on aura en plus. Je sais, vous allez me dire, mais évidemment que si, je suis pas content d'avoir 3000, mais si j'ai 4000, je vais être trop content. En vrai, ça se passe pas comme ça dans la vie. On va être trop content 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, et après ça va s'arrêter. Si je suis dans l'esprit de manque à 2000 € par mois, je vais aussi finir par être rapidement dans l'esprit de manque à 3000 € par mois, puis à 5000, puis à 10 000, etc. Comme l'humain, il s'adapte très vite, on adapte très vite nos envies, notre train de vie et nos nouvelles aspirations à mesure qu'on gagne davantage d'argent. Si je passe de 2000 à 3000, je vais adapter mon train de vie, je vais avoir de nouvelles envies, je vais faire 2-3 trucs en plus, des loisirs en plus, des vacances un petit peu plus chouettes, etc. Paf! Tout de suite, je vais me retrouver, bam, à nouveau dans cet esprit de limitation. De sorte que le niveau désiré devient rapidement un niveau déjà de normalité, puis à nouveau un niveau de frustration. En fait, on monte de frustration en frustration. Il y aura toujours un truc qui n'ira pas. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a tendance à penser qu'il faut être insatisfait de ce qu'on a pour trouver la motivation d'aller chercher plus ou mieux. Et moi, je crois que cette façon de penser, elle est dépassée. Je crois qu'on peut et qu'on doit d'abord se réjouir de ce qu'on a pour pouvoir accéder à plus. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire sur ce que l'esprit de manque dit de nous. Et la troisième chose, c'est que le manque est l'expression d'une absence de confiance. On doute. On doute d'avoir assez maintenant et dans le futur. On doute de soi, mais on doute plus généralement de la vie. De la vie, de nos capacités de résilience, de la nature humaine. L'esprit de manque, c'est un marqueur d'une absence de confiance. Sauf que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyons clairs. Et soyons un peu honnêtes. La plupart d'entre nous, la grande majorité, l'immense majorité d'entre nous, sera à l'abri du besoin toute sa vie. Ne serait-ce que parce qu'il y a des tas de métiers disponibles pour gagner de l'argent. Ce sont des métiers qui ne sont pas toujours valorisés dans la société, mais ce sont des métiers qui souvent sont utiles, comme balayer des trottoirs, nettoyer des locaux ou des maisons, vendre des choses par téléphone, aider des personnes âgées à faire leurs toilettes ou à faire leurs courses, garder des enfants, garder des animaux. Quoi qu'il arrive, je pourrais toujours faire un de ces métiers. Je pourrais aller travailler chez McDo et vendre des burgers. Je sais, j'ai pas beaucoup de muscles et je suis pas un homme et je fais pas très peur, mais je pourrais aller faire du gardiennage de nuit. Je pourrais aller veiller des personnes âgées la nuit. Je pourrais aller nettoyer des toilettes. Je pourrais aller balayer, ramasser des ordures. C'est pas ce dont j'ai envie pour moi.
Mais je sais que si je devais le faire, je le ferais. Et je gagnerais de l'argent pour ça. Et en plus, j'en tirerais une énorme leçon, une belle expérience. Et je me relèverais de ça comme jamais. J'ai pas besoin d'en avoir peur, en fait. J'ai pas besoin d'avoir peur de ça. Parce que je sais que si j'étais amenée à le faire, mais ce serait ok. C'est pas que j'ai envie de le faire. C'est que je sais que si j'étais amenée à le faire, je serais tellement ok. Et l'autre chose que je voulais dire à propos de la confiance, c'est n'oublions pas qu'on n'est pas seul. La probabilité qu'on se retrouve sur le trottoir, seul, sans aucune ressource et sans aucune capacité de générer de l'argent, elle est quasiment nulle. On tire parfois une fierté, moi je trouve, un peu déplacée ou survalorisée à faire les choses seul, par soi-même, alors qu'on n'arrive jamais au succès seul. À tous les niveaux, il y aura toujours des gens pour nous aider. Que ce soit l'État ou nos proches ou des associations. On peut croire que j'ai construit Budget Chéri et Richissime seule. Non, j'ai une collaboratrice formidable, Lucille, qui travaille avec moi. Et aujourd'hui, je serais pas là où je suis si elle m'aidait pas. Je serais pas là, j'aurais pas construit Imo Chéri si j'avais pas ces formidables partenaires qui nettoyaient mes appartements, qui s'assuraient que les réparations soient effectuées pour que les locataires passent des bons séjours, que j'ai des bonnes notes. J'ai pas construit ce business toute seule. Ce business, il n'existerait pas sans ces gens-là, sans mon compagnon qui me soutient, qui m'aide à porter des trucs, à faire les installations, etc. Donc j'ai pas construit mon succès toute seule. Je n'en tire pas plus de fierté parce que je l'ai fait toute seule. Je sais que j'ai d'énormes ressources autour de moi et que quoi qu'il arrive dans ma vie, je serai capable de les mobiliser. Et qu'en plus, les gens sont heureux d'aider. On sous-estime souvent la capacité, le plaisir qu'ont les gens d'aider, le plaisir qu'on a tous d'aider les autres. Donc, je voulais juste mettre en relief ces deux éléments pour que vous puissiez essayer de booster votre confiance et de jamais vous dire et de jamais regarder et d'avoir comme horizon le plus bas du bas du bas de ce qui pourrait vous arriver. Maintenant, comment passer du manque à un état de non-manque? On parle souvent de richesse. Moi, je vais parler souvent de richesse. Vous entendrez aussi souvent le mot d'abondance. Donc, comment est-ce qu'on passe du manque à l'abondance? Comment est-ce qu'on passe du sentiment de manquer de tout au sentiment où on manque de rien? Je sais que vous allez rigoler ou vous allez vous énerver de ma réponse, mais j'ai envie de vous dire tout simplement, on le décide. On repère le manque, puis on décide de voir les choses autrement. Puis on décide de voir les choses d'une manière plus positive. On décide de voir les choses d'une manière plus favorable. Si par exemple vous avez un rencard demain et que vous avez envie d'aller faire les boutiques pour trouver une nouvelle tenue, si vous vibrez de la joie, vous êtes genre heureux, excité, vous vous sentez genre trop bien, alors allez-y dans cette boutique. Achetez-vous un truc qui vous va bien. Si à l'inverse, vous vibrez la peur de ne pas plaire, la peur d'être déçu, la peur de ne pas avoir assez de trucs à vous mettre, la peur que la tenue que vous pensez porter, qui est dans votre placard, elle soit pas assez bien, pas assez belle, qu'elle soit pas assez chic, qu'elle soit pas assez casual, alors vous passez votre chemin. Vous n'allez pas dans la boutique, vous achetez rien. C'est l'intention avec laquelle vous allez faire les choses qui va compter. À partir du moment où vous décidez que vous n'agissez pas avec l'intention du manque, mais que vous avez juste la possibilité de décider de faire entrer une autre intention chez vous, dans votre intérieur, alors ça y est, vous y êtes déjà. J'ai pas peur, je suis pas moche, mes tenues, elles sont ok. Je peux y aller comme ça, en fait. Vous allez voir que vous allez vibrer autre chose en face de votre date. Vous vibrez la joie, vous vivez plus le doute. Pour shifter son état d'esprit du manque vers l'abondance, moi j'ai 3 façons de fonctionner. La première, c'est, je viens un peu de vous en parler, je démasque le manque. Et il s'en va lui-même. Pouf. Il suffit que je porte mon attention sur là où il y a du manque, et en général, ça part. Ça fonctionne 8 à 9 fois sur 10.
pour des tas et des tas et des tas de situations du quotidien. La deuxième chose que je fais, c'est que quand il y a un peu plus de résistance, quand c'est un peu moins facile, et je sens qu'il y a une croyance derrière qui est peut-être un petit peu plus ancrée, je vais décider de porter mon attention de manière consciente sur les preuves qu'une autre façon de voir les choses plus favorable est possible pour moi. Si je crois, je sais pas, j'ai l'impression que je crois un truc, mais cette croyance, elle est pas favorable, parce qu'elle me limite, parce que justement, elle me maintient dans le manque. Bon, je vais essayer de voir si peut-être, je sais pas, d'autres pensent autrement, s'il est possible de penser autrement, si je peux voir des preuves que quelque chose de différent existe aussi. Je fais, ok, en fait, je pourrais peut-être voir les choses comme ça. J'ai des preuves de ça, j'ai des preuves que c'est possible, j'ai des preuves que d'autres y arrivent, j'ai des preuves que je peux me sentir belle sans avoir besoin d'acheter une nouvelle tenue. Je peux aller à mon rencard comme ça. J'ai déjà mis cette tenue, elle a vachement plu, j'ai déjà des preuves que je peux plaire dans cette tenue. Ça, c'est la deuxième chose que moi je fais, qui fonctionne pour faire un shift, pour changer son état d'esprit. La troisième chose que j'aime bien faire quand il y a encore plus de résistance, c'est que je m'imagine que la réalité que j'ai envie de vivre, que je souhaite, l'état dans lequel j'ai envie de me sentir, ça existe déjà, c'est déjà dans ma vie. Donc là, en général, je m'assois, je me mets dans un coin tranquille, je ferme les yeux, ça dure pas plus de 5 minutes, et je m'imagine que j'ai déjà le truc que j'ai envie d'avoir. Je suis déjà cette personne que j'ai envie d'être. Et souvent, ça me met dans un état différent. Je me sens mieux, ça vibre autre chose. Je suis plus positive, j'ai plus d'énergie, je me sens plus en joie. Et en général, une fois que ma espèce de visualisation est terminée, j'ouvre mon ordi, mon téléphone, je mets une musique. J'ai une playlist de musique que j'appelle High Vibes. Je vous recommande d'ailleurs de vous faire votre propre playlist de musique qui me met en joie. Et là, je danse comme une tarée, toute seule, là où je suis, devant mon miroir, etc. Et je fais monter les énergies dans mon corps. Et ça marche pas mal aussi. Voilà, je vous ai donné mes 3 trucs pour réussir à passer d'un esprit de manque à un esprit d'abondance. Évidemment, je sais que il y a des choses à un moment donné qui sont pas évidentes de mettre en place par soi-même. C'est pour ça que les coachs existent. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que moi-même, j'ai eu besoin de coach pour faire des bonds importants dans ma vie, pour comprendre des choses, pour les ancrer, pour les incarner, et pour me montrer la voie. C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour ça que les coachs existent dans tous les domaines, pour nous aider à transformer des croyances et des façons de penser qui sont limitantes et défavorables, et nous aider à les transformer en des choses qui sont favorables. Donc voilà, si vous avez envie, c'est fini pour aujourd'hui. C'est un épisode qui était une capsule qui était un peu plus longue que d'habitude, c'est un sujet énorme. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez entrer en discussion avec moi sur le sujet de l'épisode, sur l'esprit de manque, mais aussi si éventuellement vous êtes intéressé par une démarche, par un travail avec moi, par l'un de mes programmes, par un coaching, vous pouvez... il faut me rejoindre sur Instagram. De toute façon, c'est là où je suis la plus active en dehors du podcast. Vous pouvez venir me parler sur Instagram. Donc, je rappelle, Instagram, c'est Richissime Podcast. Donc, vous pouvez venir me parler en privé. C'est moi qui gère mon compte Instagram. Donc, c'est moi qui vous réponds. Vous venez me dire ce que vous avez aimé de cet épisode, ce que vous avez réussi à démasquer comme situation de manque, rien qu'en écoutant l'épisode ou dans les heures qui ont suivi l'épisode. Moi, j'adorerais que vous ayez envie de partager ça avec moi. Voilà, je sais que ce sujet, il a un pouvoir de transformation énorme. Je sais que normalement, ça change déjà et ça va changer des choses dans votre vie. Alors, venez me dire justement ce qui s'est passé pour vous après l'écoute de l'épisode. Moi, je vous dis à très bientôt sur le podcast ou sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.